Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie et honorée de vous retrouver ce soir pour un webinaire en présence et donc en direct. Vous pouvez le voir depuis le CAREP, en présence de la géographe et professeure à l'école normale supérieure à Paris, Leïla Vignal. Merci beaucoup à vous, Leïla, d'avoir accepté notre invitation de venir parler de votre dernier ouvrage paru aux éditions Hearst en août 2021. Sur les 10 ans de conflit en Syrie. Donc, beaucoup d'encre a déjà coulé autour de cette tragédie syrienne et les tentatives de retracer la destruction ont été multiples. Jusque-là, aucune analyse sérieuse en sciences humaines et sociales s'est proposée d'interroger les processus sous-jacents de cette destruction. Pourquoi détruire? Dans quel but? Et comment? C'est ce vide analytique laissé que votre ouvrage vient de combler. Vous y proposez une étude minutieuse, très documentée, des différents processus de destruction et de fragmentation à l'œuvre en Syrie. Vous décrivez aussi sans filtre tous les détails de cette horrible tragédie humaine qui ne peut laisser le lecteur indifférent. Donc pour commencer ce webinaire ce soir avec vous, j'aimerais revenir un peu à votre introduction de cet ouvrage où vous écrivez avec une grande humilité qu'il était difficile pour vous d'écrire sur la Syrie à un moment où beaucoup de Syriens se mettaient à écrire et à commenter eux-mêmes les événements de leur pays. Et pourtant, la Syrie, c'est un pays que vous connaissez bien, sur lequel vous travaillez aussi depuis les années 1990. Vous avez vécu la passation du pouvoir entre Hafez al-Assad et Bachar dans les années 2000 et vous avez observé la brutalité et la corruption dans ce régime autoritaire. Et pourtant, vous dites dans votre introduction de ne pas avoir vu venir ce chaînement de violence. Comment se fait-il? Vous savez, c'est une question que je pense qu'on peut poser à beaucoup d'observateurs de la Syrie. C'est tout à fait inimagignable un déchaînement de violence pareil. Je crois que c'était extrêmement peu de gens peut-être pouvaient imaginer qu'un régime puisse rentrer dans une logique de survie qui passe par la destruction complète de son pays et de sa société. Peut-être que les Syriens, eux, sont moins surpris, ont été moins surpris que moi. Je me souviens de beaucoup de discussions avec des amis syriens qui me racontaient la violence qu'ils avaient connue au sein de leur famille, au sein de leur entourage, au cours de leur jeunesse et dans leur histoire familiale. Bien sûr, il y a Hama en 1982 qui est un précurseur d'une certaine manière de ce qui s'est passé avec une magnitude évidemment beaucoup plus importante dans les années 2010. C'était pour moi inimaginable que la logique de ce régime puisse être poussée jusqu'au bout, mais finalement ce que je montre peut-être dans ce livre, c'est qu'effectivement on est dans cette destruction de la Syrie fait partie d'une logique qui est au cœur même du processus de survie et de perpétuation de ce régime. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais peut-être que vous nous dites en introduction aussi pour nos spectateurs pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire-là de la Syrie, c'est-à-dire cette histoire de la destruction. Qu'est-ce qui vous a poussé en tant que géographe à analyser la destruction? Alors, en tant que géographe, moi, je travaillais sur la Syrie depuis la fin des années 90, comme vous l'avez rappelé, et je travaillais sur les villes, sur la Syrie urbaine, sur les sociétés urbaines et la transformation des sociétés urbaines liées à l'insertion de la Syrie dans la mondialisation. Pour aller très vite, c'est une insertion très limitée, mais quand même une société en transition, en changement. Et quand le conflit a commencé, donc je n'étais pas du tout armée et préparée à travailler sur les questions de conflit. Et donc finalement, cette décision d'orienter une partie de mes recherches sur le conflit syrien, elle est venue de deux choses. D'une part, d'un engagement à la fois
personnel et de géographe en Syrie. Depuis la fin des années 90, je travaillais dans ce pays, dans cette société, sur cette société avec ces gens, et il m'a semblé important que comme scientifique, je ne déserte pas le terrain alors que le terrain changeait radicalement et qu'il se fermait. Donc c'était une forme de loyauté et de vis-à-vis d'une société qui m'avait accueillie et sur laquelle j'avais travaillé. Il me semblait qu'il fallait continuer à accompagner cette société même dans le conflit. Et puis, comme géographe, travaillant sur l'urbain, en observant le pays, en observant le conflit qui se développait, identifié cette dynamique très singulière au conflit syrien. Il y a des destructions dans tous les conflits, mais très singulière au conflit syrien, de destruction des villes notamment, et de transformation du territoire, de transformation radicale du territoire et du peuplement. Donc là, j'ai pris aussi mes outils de géographe pour analyser en géographe ces formations qui avaient lieu en Syrie. Et cette singularité dont vous nous parlez, vous l'exprimez aussi dans votre premier chapitre sur l'anatomie du conflit, puisque vous écrivez à la page 18, je me permets de citer, « Alors que les événements de Deraa ont été marqués par une violence impitoyable, ils étaient en eux-mêmes banals au regard de l'histoire de la répression en Syrie. Ils auraient pu être recouverts par la même couverture de silence qui avait étouffé la répression du soulèvement de Hama en 1982. Mais au lieu de cela, ils ont déclenché une insurrection populaire sans précédent dans l'histoire récente de la Syrie qui a balayé le pays jour après jour, lieu par lieu, événement par événement. » Alors, pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme en 1982 et pourquoi nous avons assisté à un soulèvement populaire qui a été violemment réprimandé? Dans quelle mesure les révolutions silencieuses, comme vous les nommez dans votre ouvrage, dans ce chapitre en particulier sur l'anatomie du conflit, peuvent expliquer cette situation nouvelle dans l'histoire de la Syrie? Alors, il y a beaucoup de travaux de chercheurs et chercheuses qui reviennent sur les causes du conflit. Donc, je ne vais pas présenter ces différentes approches qui sont toutes riches, et on est évidemment dans une multicausalité pour comprendre ce conflit. Il ne faut pas oublier également que le déclenchement de cette insurrection et finalement la diffusion très rapide à l'ensemble du territoire national et de la société de cette insurrection, de cette révolution. Il ne faut pas oublier évidemment qu'on est dans le contexte des révolutions arabes, donc il y a aussi un grand frémissement dans les sociétés du monde arabe, une forme aussi d'encouragement. Les gens se disent, ça y est, maintenant on brise le mur de la peur. Donc c'est multicausal. Moi, ce que j'ai essayé d'identifier, ma contribution dans ce chapitre à cette réflexion sur les causes, elle vise à apporter un petit peu une réflexion sur le long terme en termes de changement social. Et je reprends là des thèses de Emmanuel Todd et de Youssef Courbage, donc tous les deux démographes, qui indiquent que la transformation de la fécondité et la transformation de la hausse du niveau d'éducation et l'alphabétisation dans les sociétés, donc à la fois la transition démographique, la diminution de la taille des familles et la diffusion de l'alphabétisation et de l'éducation, sont vraiment des moteurs très, très puissants de changement social et remettent en cause les structures héritées du passé, et notamment la structure patriarcale. Et en Syrie, comme dans l'ensemble du monde arabe, depuis les années 70-80, on est dans cette transition démographique, transition de l'éducation, transitions qui sont accélérées par l'urbanisation, le fait que les sociétés deviennent des sociétés majoritairement urbaines. En Syrie, la société est à peu près à 75% urbaine, et les villes sont des accélérateurs de cette transition vraiment anthropologique qui remet en cause finalement les structures héritées, le patriarcat, l'appartenance
primaire à la famille. Donc, les nouvelles générations syriennes, celles qui ont pris la rue, celles qui sont descendues dans les rues en 2011, mais c'est probablement également vrai des populations, des jeunes populations égyptiennes ou tunisiennes, c'est des jeunes qui ont été élevés dans des familles et des structures familiales complètement différentes de celles de leurs parents et des générations précédentes. Donc, il y a peut-être quelque chose à regarder dans le long terme des transformations sociales pour comprendre aussi ce moment révolutionnaire des années 2010 et qui n'est sans doute pas terminé dans la région, comme on l'a vu en Irak, au Soudan, au Liban au cours des dernières années. Vous écrivez également sur la fragmentation sociale en Syrie et en particulier la stratégie de la fragmentation sociale qui s'est également transposée ou réalisée dans la fragmentation des espaces nationaux, mais aussi des représentations. Donc, j'aimerais savoir en quoi la fragmentation de l'espace constituait en tant que tel, en fait, un moyen pour le régime syrien pour supprimer, d'une certaine manière, cette révolution, ces contestations qui étaient en cours. Alors, le mouvement révolutionnaire s'est diffusé très rapidement à partir du foyer du sud du pays, à grosso modo l'ensemble du territoire national avec des chronologies différentes. Et donc, c'était un mouvement qui était extrêmement multipolaire, avec et qui, contrairement à ce qui a pu se passer par exemple en Égypte ou en Tunisie, n'a pas réussi à trouver son moment de coalescence. Une des stratégies mises en œuvre par le régime, ça a été précisément d'empêcher cette coalescence qui a une dimension géographique, donc en réprimant de façon extrêmement sévère et très lente les manifestations et les organisations révolutionnaires et en les coupant les unes des autres, à la fois à l'échelle intra-urbaine, en isolant les quartiers, en visant les lieux de rassemblement, mais aussi à l'échelle nationale, en isolant, en fragmentant, en coupant les villes les unes des autres, alors que, souvenez-vous, dans la période qui a commencé donc en mars 2011 jusqu'en 2012, lors des manifestations des vendredis, lors des grandes mobilisations, il y avait tous ces appels à la solidarité d'une ville à l'autre, une ville rentrée en manifestation, un quartier rentré en manifestation, en solidarité avec une répression qui avait eu lieu à un autre endroit du territoire national. Donc le cadre référentiel des révolutionnaires était tout à fait national et la stratégie du régime de répression, avec des snipers, avec l'artillerie, avec le déploiement de l'armée, a été d'isoler et de fragmenter, de couper ces réseaux et de fragmenter le territoire pour couper ces réseaux. Donc, on vient d'exposer les fragmentations ou la fragmentation des espaces. Et on vient d'entendre que finalement ça a constitué aussi quelque part une arme de guerre pour le régime. Tournons notre regard à présent sur les frontières, sur la question des frontières, puisque vous avez aussi consacré un chapitre au rôle des frontières et la fragmentation de l'État-nation. En quoi les frontières ont-elles joué un rôle significatif dans cette guerre ? Comment étaient-elles utilisées par les différents acteurs du conflit, mais aussi par la communauté internationale ? Alors, ce que je rappelle dans ce chapitre, puisqu'à un moment, il y a eu cette question qui s'est posée dans les médias, tout de suite, dès qu'il y a des conflits, on se demande si c'est des conflits pour nos frontières. En Syrie, les frontières n'étaient pas un enjeu. Et les revendications révolutionnaires n'avaient aucune été des revendications qui s'inscrivaient dans le cadre national. D'une certaine manière, la Syrie, qui est un État
assez récent, les Syriens ont peut-être pleinement identifié leur cadre national et se sont identifiés à leur frontière nationale avec ce mouvement révolutionnaire. C'est une frontière nationale donc assez récente. Donc les frontières n'ont jamais été un enjeu ni de la révolution ni du conflit, mais ensuite on parlait de la fragmentation du territoire. Donc très rapidement, à partir de 2012, le territoire a été fragmenté. Vous vous souvenez peut-être tous de ces cartes de la Syrie où on voyait les différents contrôles territoriaux des différents groupes. Donc la Syrie s'est fragmentée à l'intérieur en différents territoires tenus par différents acteurs du conflit, avec des frontières qui étaient fluides et mouvantes. Et cette fragmentation du territoire intérieur, elle s'est retrouvée à la frontière, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec ce paradoxe d'une frontière internationale qui continue d'être la frontière de la Syrie telle que reconnue par les institutions internationales, un État souverain, mais qui en fait était de lieu en lieu contrôlé par des acteurs complètement différents. Il y a eu des segments entiers de la frontière syrienne, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, qui sont contrôlés qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement syrien. Donc cette fragmentation de la frontière, elle a aussi permis, et ce contrôle de ces segments de la frontière par différents acteurs ont permis aux acteurs du conflit d'utiliser la frontière comme une ressource pour aller chercher à l'extérieur ce dont ils avaient besoin pour continuer leur effort de guerre, pour les groupes armés de l'opposition et notamment les groupes de l'armée syrienne libre d'avoir des bases de formation et d'entraînement à l'extérieur, pour évidemment pour les Syriens, la frontière est devenue une ressource puisqu'ils ont pu aller se réfugier derrière la frontière, mais la frontière a donc été maintenue comme l'enveloppe de la Syrie, mais avec une très très forte porosité. On le sait assez, nous, en France, puisqu'on sait que les terroristes qui sont venus faire des attentats en France en 2015 sont passés par cette frontière syro-turque extrêmement poreuse, et l'État islamique. Une des raisons de l'extension de l'État islamique jusqu'à la frontière syrienne, c'était justement d'avoir cette interface pour pouvoir à la fois exporter des ressources, vendre des ressources qu'ils développaient à l'intérieur de la Syrie, le pétrole, le blé, les objets d'art, et en tirer des revenus à l'extérieur, mais aussi évidemment faire venir des combattants à l'intérieur. Donc la frontière syrienne, la porosité de la frontière syrienne a été très importante et a été utilisée par tous les acteurs. Évidemment, au fur et à mesure, les pays qui partagent une frontière avec la Syrie ont commencé à fermer leurs frontières selon des modalités différentes, avec un mur du côté de la Turquie, avec aussi une sécurisation dure passivement du côté de la Jordanie, la frontière libanaise étant extrêmement fluide puisqu'elle est contrôlée par le Hezbollah qui est aux côtés du régime, qui combat aux côtés du régime en Syrie. Donc, des situations aux frontières extrêmement différentes, une très grande porosité qui a également été utilisée par la communauté internationale, puisque à partir de 2013 ou 2014, tout d'un coup j'ai un doute, l'ONU a autorisé le cross-border, c'est-à-dire pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans les régions tenues par l'opposition, donc a autorisé que cette aide humanitaire soit acheminée directement par les frontières dans les territoires tenus par l'opposition sans passer par le contrôle de Damas. Et en même temps, donc une fiction de frontières qui demeure et qui n'a jamais et qui est d'une certaine manière réaffirmée par tous les voisins qui ne veulent surtout pas une remise en cause de la frontière. Et en même temps, c'est une fiction parce que les frontières sont toujours contrôlées par des acteurs différents. La Turquie occupe le nord de la Syrie. Donc on est dans cette situation un peu paradoxale d'une frontière qui reste ancrée dans le droit international, la Syrie qui a son siège à l'ONU et qui continue à parler en tant qu'État souverain, et en même temps une réalité des frontières qui est tout à fait changée au cours des 10 dernières années,
et avec différents acteurs qui continuent à contrôler les différents segments de la frontière syrienne. J'aimerais peut-être revenir sur un point parce que dans votre réponse, on entend bien évidemment qu'il s'agit d'une fiction de frontières, mais aussi quelque part déjà d'un morcellement du territoire qui était présent en Syrie dès 2014 d'une certaine manière. Si on se souvient de la déclaration d'Istanbul qui a été faite en 2018 par la France, l'Allemagne et la Turquie, à l'époque, ces gouvernements, ils s'appelaient encore à l'unité territoriale de la Syrie et à l'intégrité aussi territoriale de la Syrie. Comment expliquer en fait ce décalage des réalités sur le terrain avec cette vision qui était en 2018 encore défendue par... Ça, c'est l'ordre international. L'ordre international repose sur des États territorialisés et aucun État et la communauté internationale, le système international dans son ensemble a plutôt une tendance à protéger l'ordre établi et à ne pas vouloir remettre en cause les découpages territoriaux. Et puis là, on est dans une situation très fluide en Syrie. On n'est pas du tout dans une configuration. On verra ce que va devenir la Syrie territoriale. Hein. C'est une vraie question. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas un conflit qui a porté sur une sécession. Il n'y avait pas un gros. Alors les Kurdes sont une question un petit peu particulière, hein, mais très complexe, mais ce n'est pas un conflit sur les frontières ou pour défaire l'État-nation syrien. Donc, à la fois du côté de la plupart des acteurs syriens et de la communauté internationale, il y a un accord pour maintenir cette intégrité territoriale, même si, dans les faits, la frontière est plus ou moins poreuse et existe plus ou moins. Merci beaucoup, Leïla. Donc, on parlait de la fragmentation du tissu social et de la géographie de la Syrie. Nous venons à présent à sa destruction, donc une destruction qui est loin d'être un simple dommage collatéral d'une guerre. En Syrie, nous avons affaire à une destruction utilisée comme un instrument de guerre, comme un instrument de répression aussi utilisé par le régime contre sa propre population. Donc, nous en avons déjà parlé un tout petit peu dans notre introduction, lorsque nous évoquions justement les villes comme un lieu central de cette guerre, parce que aussi de là que sont partis finalement les mouvements de contestation. Mais force est de constater que l'environnement urbain syrien est aussi devenu tristement célèbre parce qu'il était, et peut-être il est encore, la cible privilégiée de la machine destructrice du régime à partir de 2012. Pourquoi les villes, Leïla Vignal? Qu'est-ce que les villes symbolisent en fait aux yeux du régime? Pourquoi les villes? C'est finalement ce qu'on a commencé à dire et ce que vous avez reprécisé à l'instant. C'est vraiment une révolution qui n'est pas seulement urbaine, mais qui est en très grande partie urbaine. Donc, contrôler les villes, c'est contrôler la révolution. Réprimer la révolution passe par le contrôle des villes. Donc, il y a plusieurs points de bascule hein, dans le conflit syrien du point de vue militaire et politique. Le régime, une des priorités du régime, on l'a vu à l'été 2012, ça a été de préserver Damas, hein, la capitale. Donc là, on est dans une géographie classique, hein, il faut protéger les lieux de pouvoir et quand on perd les lieux de pouvoir, le pouvoir se perd aussi. Hein. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est tant le symbole que le fait que les villes étaient les lieux de la confrontation politique et le lieu de la confrontation et de la remise en cause du pouvoir, que ce soit à Damas, mais aussi dans toutes les villes syriennes. Dans votre livre, vous proposez plusieurs études, notamment sur les villes d'Alep, de Hama et de Douma, et vous montrez qu'il est effectivement possible de dresser une sorte de typologie de la destruction
puisque vous distinguez des opérations de guerre, de la destruction comme stratégie militaire et comme forme de répression. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur cet aspect pour nous expliquer rapidement comment chacune de ces villes que je viens de mentionner a été affectée par une forme particulière de la destruction et comment ce choix de recourir à telle ou telle forme de destruction a été opéré par le régime? Alors en fait, en observant les destructions, au fur et à mesure qu'elles se faisaient, et notamment à partir d'images satellites, et puis de rapports de terrain, j'ai observé et j'ai proposé de faire une typologie des destructions telles que je les observais. Donc, dans toutes les guerres, il y a des destructions. Je ne vais pas vous l'apprendre. Mais qu'est-ce qui fait la singularité des destructions en Syrie? Et ce qu'on observe, c'est effectivement une typologie de destruction de lignes de front. Donc, c'est des endroits d'affrontement et on a des destructions de type linéaire. C'est des no man's land qui se font dans le cadre de confrontations de forces l'une contre l'autre. Mais ce qu'on observe également en Syrie, et c'est ce qui a attiré mon attention, et j'ai donc consacré une partie de mes recherches à essayer de comprendre cette particularité morphologique, si vous voulez, des destructions, c'est qu'on a des quartiers entiers qui sont bombardés, dans lesquels il n'y a aucune cible militaire. Il y avait des groupes armés, etc., mais on n'est pas dans des destructions de type confrontation, mais plutôt dans des destructions comme en tapis, avec des tapis bombes, et ce sont des destructions qui ont été effectuées à partir de l'aviation et des hélicoptères. Et quand on observe, on a, je crois, une carte d'Alep qui fait partie, qui a été réalisée par mon collègue de l'Université de Rennes 2, Loïc Rivaux, qui montre assez bien, je crois, à la fois cette typologie où on voit d'une part une concentration de destruction sur les lignes de front, c'est-à-dire sur les limites de Alep-Est avec les quartiers donc, qui étaient tenus par les groupes de l'opposition, et on voit et les quartiers qui sont restés loyaux au régime. Et ce qu'on voit sur cette carte, c'est la concentration des destructions dans Alep-Est. Et à partir de l'observation d'images satellites, on voit vraiment l'impact de ces campagnes de bombardement répétées, massives pendant des années. À Alep, ça commence en 2012. Qui visent les quartiers résidentiels. Or, dans le droit humanitaire international, dans le droit de la guerre, on n'a pas le droit de viser les populations civiles. On peut faire des cibles dans des tissus urbains résidentiels, mais sous condition d'avoir bien isolé la cible, d'avoir évidemment prévenu les populations civiles du départ. C'est autant de choses qui sont rarement réalisées, mais il y a un droit de la guerre qui encadre ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et on ne peut pas bombarder des tissus résidentiels. Et donc, cette morphologie de destruction en tapis de bombes correspond véritablement à une stratégie de répression tous azimuts, sans doute d'intimidation à la fois des populations locales mais des populations ailleurs en Syrie, disant bon, tenez-vous tranquille, sinon vous allez voir ce qui peut vous arriver, enfin vous voyez ce qui pourrait vous arriver. Et puis, ce que j'ai pu... voilà, donc on est dans une stratégie là qui vise directement les populations qui sont soupçonnées de soutenir les oppositions, d'être hostiles au régime en général. Donc on n'est pas dans des stratégies de guerre, on est dans des stratégies de répression. Et donc cette destruction dont vous nous parlez... là dans le cas de Alep, mais aussi dans le cas des autres villes qu'on vient de mentionner. Vous la montrez également dans votre ouvrage à travers de nombreuses cartes. On ne pourra pas toutes les montrer, mais cette cartographie de la destruction que vous proposez ici, elle est assez impressionnante. Et une question qui m'est venue en lisant votre ouvrage, c'est justement comment réalise-t-on des cartes dans des contextes de guerre
où en fait ce que vous observez est en changement permanent. Il n'y a pas vraiment de prise. Donc, sur quelle source est-ce qu'on s'appuie? Donc, vous disiez déjà, vous avez observé certainement des photos satellites, mais quelle autre source en fait peut-on utiliser en tant que cartographe pour, pour documenter cette destruction? Alors, la question se pose d'autant plus en Syrie qu'on n'a pas accès au terrain, hein, et que la question de l'accès au terrain des sources, etc., est vraiment cruciale et très politique. Donc, ces cartes, je les ai réalisées, enfin, je les ai conçues avec Loïc Rivot, qui est un cartographe, collègue et ami de l'Université de Rennes 2, qui a fait ce travail de mise en forme de l'information cartographique. Les organisations onusiennes, l'Union européenne, quelques grandes organisations internationales font régulièrement, à partir de l'observation d'images satellites, des assessments, comment dire en anglais, des évaluations des destructions. Donc, ça requiert effectivement une observation très fine des images satellites. Et donc, c'est à partir des données de ces évaluations fournies en l'occurrence par l'ONU que Loïc Rivot a pu établir ces cartes. Mais ce qui me permet de mentionner le fait que ce qui est assez fascinant dans le cadre du conflit syrien par rapport à des conflits plus anciens, c'est que maintenant on a des outils numériques qui n'existaient pas auparavant. L'image satellitaire était inaccessible dans les décennies précédentes, elle était bien trop chère. Maintenant, on a Google Maps. Je ne veux pas spécialement faire de la publicité, mais c'est un instrument extraordinaire parce qu'on a des images satellites gratuites, accessibles gratuitement, et qui permettent aussi de revenir en arrière. Donc, on a toute la série chronologique d'images satellites sur un même lieu. Et parfois, on a des séries d'images qui remontent jusqu'aux années 80, aux années 70 parfois même, donc avec des degrés de précision différents. Mais ça donne un accès au terrain. Alors, ça ne suffit pas. Une image satellite ne suffit pas. Il faut, pour répondre à votre question, contextualiser, documenter les événements du lieu que l'on cherche à cartographier, en l'occurrence, utiliser des rapports, utiliser des témoignages, consulter aussi l'information extrêmement riche qui a été produite par les Syriens localement et qu'ils font sortir grâce aux réseaux sociaux, hein, notamment, donc, de témoignages, mais aussi de documentation et d'informations qui sont rassemblées par les Syriens en Syrie. Donc voilà, il faut faire une triangulation des sources. Les témoignages des réfugiés à l'extérieur sont aussi extrêmement importants pour documenter l'intérieur. Ils peuvent raconter ce qui s'est passé. Ils ont souvent des contacts encore à l'intérieur, donc qui permettent de corroborer les images et les données satellites que l'on peut recueillir, notamment grâce au programme des organisations internationales sur la destruction en Syrie. Cette guerre, on l'a assez vue, je pense, sur nos écrans de TV, et elle a causé énormément de pertes humaines. Elle a engendré également des déplacements massifs de la population syrienne. Dans votre introduction au chapitre consacré à ce phénomène, vous écrivez que bien que les déplacements de population soient une caractéristique classique de la guerre, la simple magnitude du déplacement syrien soulève plusieurs interrogations. En effet, le fait qu'autant de personnes aient décidé de quitter leur maison suggère qu'il n'y a pas une simple relation de causalité entre le conflit armé et le déplacement de la population en Syrie. Et vous concluez donc cette introduction au chapitre en disant qu'il s'agit là encore d'une arme de guerre utilisée par le régime. Donc, en quoi peut-on considérer que le déplacement de la population constitue une arme de guerre, Léla? D'abord, je vous félicite pour vos talents de traductrice, puisque mon livre est écrit en anglais. Ce que je cherche ce que je montre, c'est le fait qu'on a une population de déplacés syriens qui est massive, on le sait, plus de la moitié de la population. Il y a environ 8 millions de personnes à l'extérieur et chaque année, depuis 2015,
plus de 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur. Donc, on est dans des ordres de grandeur, là aussi, massifs. Et ce que je montre dans ce livre, c'est que, évidemment, c'est un peu comme des destructions. Les déplacements de population, c'est un fait de guerre. Mais quand on a un déplacement de population aussi massif, c'est pas seulement un dommage collatéral de combat militaire, c'est le résultat d'une stratégie. Et cette stratégie, c'est cette stratégie de la destruction que je montre au travers de la destruction des villes. Ces villes qui sont bombardées, ces quartiers qui sont rasés, sur l'ensemble du territoire syrien, cette stratégie de la destruction a conduit les gens à quitter, à partir dans des proportions massives. Dans ce sens-là, la destruction et le déplacement sont des armes utilisées par le régime pour, une fois encore, mettre fin à toute opposition. C'est ça l'objectif du régime, c'est d'assurer sa survie, et toute menace à sa survie est détruite ou déplacée de force. Et ce déplacement des populations, il n'a pas seulement vidé en quelque sorte la Syrie de sa population, mais finalement a contribué à créer une toute autre Syrie, puisqu'il y a un chapitre dans ce livre qui s'intitule « Une Syrie transnationale ». Donc en quoi les flux migratoires ont transnationalisé d'une certaine manière la Syrie, Leïla? Oui, ce que je montre, c'est que la population syrienne, le peuplement syrien, a évidemment complètement transformé par ce déplacement massif et a créé une autre territorialité. Dans ce chapitre, ce que j'essaie de dire, c'est que si on veut penser à la Syrie aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à penser à la Syrie territoriale. Il faut penser à la Syrie, c'est-à-dire à la société syrienne. Et la société syrienne, elle est aussi en partie à l'extérieur de la Syrie, essentiellement au Moyen-Orient, dans les pays voisins de la Syrie, mais aussi en Europe, et puis avec des petites communautés aussi qui se trouvent en Amérique du Nord et au Canada et dans quelques autres pays, mais essentiellement dans la région et en Europe, et que cette société syrienne fait partie de la Syrie. Et en plus, on est dans une période, on verra ce qui se passera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tout dépend aussi de l'évolution de la situation en Syrie. Mais cette Syrie transnationale, cette diaspora de guerre qui a été comme ça projetée hors de la Syrie très, très rapidement, elle reste très connectée à l'intérieur. Donc, je parle justement notamment des flux économiques qui existent entre cette diaspora et la société de l'intérieur, et ces flux économiques qui permettent aux Syriens de l'intérieur de survivre, et dans un paysage économique complètement dévasté à l'intérieur. Et elle est aussi très connectée, cette Syrie de l'extérieur, très connectée entre elles. Donc elle crée de nouvelles territorialités, de nouveaux réseaux, et du point de vue d'une réflexion sur ce que c'est que la société syrienne, mais aussi sans doute d'un point de vue politique, cette société à l'extérieur, il faut la considérer comme étant la Syrie, mais une Syrie qui a une nouvelle territorialisation. Et pour continuer un peu sur la question en fait, du déplacement et de la mobilité, vous écrivez également que cette mobilité, elle a quand même engendré aussi des inégalités. Et j'aimerais que vous reveniez peut-être un peu sur cette question des inégalités liées finalement à ce déplacement de population. Comment ça se traduit concrètement? Alors, par plusieurs aspects, je vais me concentrer sur deux en particulier. On a cette idée souvent que finalement, pendant un conflit, si on se retrouve au milieu de la violence, on s'en va. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas, alors évidemment, si sa maison est détruite, on est obligé de quitter, mais pas nécessairement. Ce que je montre dans ce chapitre, c'est le fait que pour pouvoir bouger, pour pouvoir se déplacer et aller trouver refuge ailleurs, il faut avoir de multiples ressources. Des ressources financières, ça coûte cher, surtout dans cette Syrie fragmentée où il y a des lignes de front, des passeurs qu'on doit payer, etc. Ça coûte cher de se déplacer, mais il faut aussi
ça présuppose avoir un réseau d'amitié, de famille, de relations professionnelles, de potentialité de trouver du travail quelque part, que tout le monde n'a pas. Il y a la mobilité, finalement, elle n'est pas automatique. Il y a des gens qui sont capables de bouger et des gens qui ne sont capables de bouger, qui sont condamnés à ne pas bouger. Et on retrouve voilà, ce rapport entre mobile et immobile, mobilité forcée, mais parfois immobilité forcée dans la Syrie, dans le déplacement syrien. Donc il y a une forme de redistribution géographique de la population en fonction de la capacité des individus et des groupes à se déplacer ou non. Merci beaucoup, Leïla. Donc, on comprend, je pense, très bien que la Syrie d'antan, comme on l'a connue, n'existe malheureusement plus aujourd'hui, qu'il y a des nouveaux espaces, aussi bien à l'échelle locale, régionale et internationale, qui se sont créés et dans lesquels un semblant de vie économique et sociale s'est peu à peu reconstitué. Donc, face à cette réalité du terrain, comment envisager le futur de la Syrie? Donc là, évidemment, il y a ceux qui prônent donc une reconstruction, mais force est de constater que cette reconstruction n'a pas lieu dans une phase de paix, puisqu'on n'est pas encore dans une phase de paix officiellement aujourd'hui en Syrie. Bien que la Syrie soit aujourd'hui de plus en plus absente de nos écrans d'information, la guerre continue encore sur ce terrain. Donc, on peut effectivement se poser la question de quoi on parle en fait lorsqu'on parle de reconstruction dans un pays qui est en guerre. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et ce terme reconstruction, peut-être en particulier quand on vient en Europe, est connoté de façon très singulière. On pense à la reconstruction de l'après-Seconde Guerre mondiale, de ce grand plan Marshall, des grands chantiers de reconstruction des villes détruites. Et on est évidemment un peu étonné. Enfin, moi, je suis toujours étonnée et surprise d'entendre utiliser ce terme pour la Syrie. On n'est pas du tout dans une situation de reconstruction à l'heure actuelle. On est dans une situation de très grande destruction. Du point de vue économique, les pertes sont estimées à des centaines de milliards de dollars. On a ces villes en ruine, ce pays dont l'appareil productif est complètement exsangue, dans lequel le niveau de pauvreté est extrêmement élevé. Plus de 85% de la population vit sous de pauvreté. Il n'y a pas de ressources et le pays n'est pas stabilisé. Le régime ne veut absolument pas rentrer dans un processus onusien, de règlement de paix onusien. Donc on est dans une situation processus de règlement de paix onusien tel qu'encadré par la résolution 2254 de 2015, qui pourrait, s'il aboutissait, à ce moment-là, engager des financements internationaux pour la reconstruction. Mais tant qu'il n'y a pas de paix internationalement validée et de stabilité en Syrie, il n'y aura pas d'argent international pour faire un grand plan Marshall pour reconstruire la Syrie. Donc en attendant, qu'est-ce qui se passe et le régime n'a aucun intérêt à rentrer dans ce type de négociation puisqu'il est en position de force grâce au soutien de ses alliés en Syrie. Donc, qu'est-ce qui se passe en attendant? Le régime a annoncé des projets de reconstruction dans certains de ces quartiers qui ont été détruits, qui sont des projets de reconstruction à la Dubaï. C'est des projets de reconstruction qui visent des classes moyennes supérieures extrêmement riches qui n'existent pas et qui ne viendront pas investir en Syrie, en tout cas pour le moment. Le gouvernement syrien, au cours des dernières années, a mis en place tout un appareil législatif qui permet justement de préempter le foncier détruit des villes syriennes pour pouvoir préempter le foncier pour des projets qui seront peut-être un jour mis en œuvre, qui sait, et probablement mis en œuvre par des proches du régime, par les grands groupes qui sont proches du régime. On est dans cette logique-là, d'accaparement de ce foncier, au détriment des populations qui y vivaient et qui sont parties, soit ailleurs en Syrie, soit qui sont en exil. Donc, ce qu'on assiste, c'est une grande
translation comme ça du foncier, hein, de la propriété foncière, de la propriété des mains des gens qui vivaient dans ces quartiers, dans des organismes semi-privés qui prétendent engager une reconstruction qui ne se fait pas au bénéfice des populations locales. Donc ça, c'est les grands projets, mais il n'y a pas le premier euro pour construire ces projets. Il y a seulement un projet qui est en train de prendre un tout petit peu de forme à Damas, mais il n'y a pas d'argent pour cette reconstruction-là et pour toute forme de destruction. Et donc, parallèlement, les gens bricolent. Et là encore intervient cette série transnationale dont je parlais. Les gens qui ont la chance de pouvoir retourner dans leur immeuble, dans leur maison, essayent de reconstruire grâce à l'aide d'associations, de la famille à l'étranger. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des habitants de ces quartiers ont perdu leur maison, ont perdu leur accès aux fonciers, sont exclus de la reconstruction de leur ville et de leur quartier. Donc, vous parliez à l'instant de préemption du foncier. Donc, on a déjà eu au Carême l'occasion d'aborder ce sujet avec Valérie Claire, qui nous a d'ailleurs écrit aussi un article. Donc, cela passe également, et ça vous le décrivez aussi dans votre livre, par les expropriations foncières, puisque cette société homogène que Bachar al-Assad avait appelée de ses exclut effectivement des personnes qui ne vivent plus en Syrie. Dans ces conditions-là, comment peut-on potentiellement envisager un possible retour ? C'est une des grandes questions. Donc, parmi ces différents dispositifs législatifs qui ont été mis en place au cours des dernières années, et parallèlement à ces organismes semi-publics qui sont en charge de la reconstruction, il y a eu des lois qui ont, notamment la loi 10 de 2018, qui a pour effet de priver les Syriens qui vivaient dans ces quartiers qui ont été détruits de tout moyen de faire reconnaître leur propriété, puisque ces quartiers sont essentiellement des quartiers qui sont ce qu'on appelle des quartiers informels, c'est-à-dire des quartiers qui n'avaient pas des quartiers dans lesquels la reconnaissance de la propriété ne passait pas par une titrisation, par des titres de propriété. Les formes de propriété avaient d'autres manières d'être reconnues, par exemple les factures d'électricité, le contrat de vente de son appartement, mais il n'y avait pas de titre formel. Le régime, en imposant aujourd'hui le fait que pour réclamer tout droit au retour et à la reconstruction, l'obtention de ce droit de retour et de reconstruction doit être prouvée par la possession d'un titre de propriété. Le régime, en imposant cette nouvelle règle, alors que en Syrie, une immense partie de la propriété ne se fait pas dans un cadre de titre formel, de fait, empêche les gens de revenir et de réclamer leurs biens, leur maison, et de retrouver la possibilité de reconstruire leur maison. Merci beaucoup, Leïla. Je me permets de vous poser une dernière question, mais avant cela, j'invite effectivement notre public qui est en train de nous suivre sur Zoom de poser leurs questions dans le Q&R, ou bien, si vous le souhaitez, poser votre question à voix haute. Je vous invite à lever la main et ma collègue va vous permettre de poser votre question aussi à l'antenne. Donc, ma dernière question à vous, Leïla, ce soir, c'est peut-être une question un peu prospective, parce qu'on observe la situation en Syrie aujourd'hui, mais on pense aussi aux générations futures. Donc, quelles leçons tirer en fait de cette tragédie syrienne qui peut-être va devenir tôt ou tard aussi un simple fait historique dans les manuels scolaires. Les générations futures qui vont regarder la guerre syrienne d'être dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Est-ce qu'il y a un message quelque peu positif qu'on peut même leur transmettre, ou est-ce que c'est vraiment juste le méchant qui gagne cette guerre? Alors c'est sûr qu'il y a un cynisme terrible dans ce conflit. C'est vrai qu'on voit
on voit la personne, enfin l'acteur qui a développé une stratégie de destruction, pas tout seul, hein, le régime syrien serait tombé depuis longtemps sans le soutien de la Russie et de l'Iran, on le sait bien. Mais il y a une ironie épouvantable à voir le succès finalement de cette stratégie de la destruction. Bachar el-Assad règne sur un tas de ruines, mais il est toujours en place. Ensuite, ce mouvement révolutionnaire, comme je le disais au début de notre discussion, atteste d'une transformation profonde de la société syrienne, des sociétés dans le monde arabe. On voit que cet élan révolutionnaire, que ce réveil de cette société est toujours présent. Comme dirait Jean-Pierre Filiu, que vous avez invité la semaine dernière, on ne peut pas ignorer les sociétés éternellement. La situation en Syrie est complètement dramatique. Je ne sais pas ce qu'on en dira dans 15 ans parce qu'on est dans une temporalité qu'il est difficile d'envisager. Le conflit, une première phase du conflit est terminée, mais la Syrie est dans un moment d'incertitude et un avenir qui est très très incertain. Dans quelle temporalité on va pouvoir analyser le conflit syrien dans 10-15 ans, ça va dépendre aussi de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Mais on ne peut pas ignorer les sociétés. Les sociétés sont toujours là. Alors, les sociétés sont brisées. La société syrienne est très certainement brisée, mais elle se recompose aussi différemment. Il y a cette société de l'extérieur. Il y a énormément d'apprentissage, de solidarité, de résistance, de débrouille, de nouvelles compétences qui ont été apprises dans la douleur par la population syrienne à l'intérieur également. Il faut espérer dans le génie de la population syrienne. Vos questions. Donc, une première de Adélaïde Leva, sa sœur. Que pourriez-vous dire sur le soutien au régime par une partie de la population syrienne? Existe-t-il? Est-il minoritaire? Est-il motivé uniquement par une peur de la guerre ou du chaos? Est-il idéologique, etc. Qui sont les bénéficiaires du conflit? Et entend-on leur voix? Alors, mon livre ne porte pas du tout une analyse de sociologie politique, donc je peux développer sur cette question-là, bien entendu. Alors, et puis cette question, c'est une question qu'on pose toujours aux analystes de la Syrie depuis toujours, d'ailleurs, depuis même avant le conflit. Il est extrêmement difficile de répondre à cette question quand on est dans une dictature et dans un régime de la peur. Adélaïde, c'est ça? Oui. Comment est-ce qu'on peut mesurer le soutien à un régime? Là, on est dans il faut bien se replacer dans ce qu'est le régime Assad. Donc voilà. Donc ensuite, ce que l'on observe, ce sont les coalitions d'acteurs qui ont intérêt au maintien du régime. Et aujourd'hui, ce régime est un croupion, une mafia, dirait Jean-Pierre Filiu, une coalition d'acteurs qui ont intérêt, coûte que coûte, à rester au pouvoir et qui restent au pouvoir grâce au soutien des Russes et des Iraniens aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, la question du soutien populaire au régime après 10 ans de guerre, je comprends très bien qu'elle soit posée, mais ce que je vous invite à faire, c'est voilà, à vous rendre compte que ce type de questionnement, il est un peu surréel dans le cadre de dictatures aussi violentes qui règnent par la peur, par les arrestations de masse. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont disparu dans le Syrienne. Les geôles syriennes étaient pleines d'opposants politiques avant le conflit également. Le pays est exsangue.
millions de personnes sont à l'extérieur, les gens sont dans la pauvreté. Le régime règne par la peur, par les bombardements, par les arrestations arbitraires. Voilà, donc la question du soutien au régime est de ce point de vue-là un peu surréel. Ensuite, il y a des intérêts économiques et liés à toute la dynamique du conflit, à ce que le régime reste. J'espère que je vous ai éclairé. Oui, je pense. Salah me pose une question également. Il dit que l'Europe est paralysée pour des raisons objectives ou c'est un choix? Je ne comprends pas très bien la question. L'Europe, je pense qu'il voudrait dire que l'Europe ne fait pas grand-chose pour la Syrie. Est-ce que c'est pour des raisons objectives ou est-ce que c'est un choix? Vous savez, l'Europe, Salam, n'est pas un acteur politique. Donc, on n'a pas de politique extérieure commune. L'Europe aide à un programme d'aide humanitaire extrêmement important pour la Syrie, pour les réfugiés, mais aussi pour la Syrie à l'intérieur. Donc, certains pays de l'Union européenne ont par ailleurs ensuite soutenu une partie de l'opposition et de l'opposition démocratique pendant les premières années du conflit. Il y a eu ce groupe des Amis de la Syrie qui a soutenu ce qu'on espérait à l'époque un processus de transition démocratique. Donc, il y a eu des initiatives politiques du côté de certains pays européens. Comme acteur, l'Union européenne est très présente dans l'aide humanitaire, en termes d'aide humanitaire, mais ce n'est pas un acteur politique, l'Union européenne. Il n'y a pas de politique extérieure commune, mais beaucoup de Syriens se sentent très abandonnés par la communauté internationale, de façon globale, pas seulement par l'Europe. On pourrait revenir sur la fameuse ligne rouge de Obama. Il y a eu beaucoup de... Le ratage n'est même pas le terme parce que c'est tellement plus dramatique que ça. Il y a eu je comprends très bien que les Syriens se sentent abandonnés par la communauté internationale, mais en ce qui concerne l'Europe, vous voyez, on est aussi dans un acteur qui n'existe pas du point de vue politique pour intervenir directement dans le conflit syrien. Cela étant dit, il y a un processus onusien qui existe, qui pour le moment est dans une impasse. Il est aussi dans une impasse parce qu'une partie des acteurs au conflit ne veut pas rentrer dans ce processus onusien, le régime en premier lieu, la Russie également, qui a mis en place un processus de négociation parallèle. Donc il faut aussi voir que l'Union européenne ne peut pas tout faire, ou l'ONU ne peut pas tout faire aussi sans partenaires du côté de la coalition d'acteurs autour du régime. Mais peut-être là où il y a peut-être une incompréhension quand même au sein de l'opinion publique, c'est qu'on a invoqué, notamment dans le cas de la Libye, la fameuse carte de la responsabilité à protéger les civils. On ne l'a pas fait en Syrie. Comment expliquer cela? Je ne suis pas une spécialiste de relations internationales, que les choses soient bien claires, mais la question de la responsabilité de la protection des civils, c'est une question qui n'est pas stabilisée dans la communauté internationale. C'est une question qui est discutée depuis les années 70, qui n'est pas stable, qui n'est pas stabilisée. Il y a des opérations de la paix de l'ONU, mais qui peuvent se faire que dans un cadre onusien. Le régime, une fois de plus, refuse tout cadre onusien. Quels sont les instruments dont dispose la communauté internationale sont très limités. Les instruments dont disposent certains États peuvent être puissants. En 2012, Obama avait émis cette idée de la ligne rouge. En 2013, il y a eu ces bombardements à l'arme chimique qui ont fait plus de 1500 morts dans la route autour de Damas.
on sait ce qui s'est passé. Hein. Les avions français étaient partis sur site pour bombarder les bases aériennes du régime, à partir desquelles étaient parties les bases aériennes et les bases de missiles, à partir desquelles étaient parties les bombes chimiques. Obama a fait voter son Sénat, la Grande-Bretagne s'est retirée. Voilà, on est dans des moments, des ratés de l'histoire, probablement. Merci beaucoup, Leïla. Il y a une question de Béchar Haj Ibrahim qui demande pourquoi l'ONU et ses institutions sont restées en activité en Syrie du côté du régime alors qu'elles ont abandonné les zones libres pendant 10 ans. Quelle part de responsabilité porte-t-elle dans la continuité de la situation actuelle? En fait, ça c'est compliqué, c'est une situation complexe. Donc, l'aide humanitaire a été fournie dans les territoires tenus par l'opposition. Hein. Comme je vous l'expliquais, à partir de 2013, il y a eu cette politique de cross-border pour justement pouvoir accéder à ces populations sans passer par le contrôle du régime, puisque dans l'action humanitaire internationale, normalement, on a besoin de l'accord du pays dans lequel on achemine l'aide humanitaire. Donc, l'ONU s'est dégagée de cette obligation de passer par le régime. Mais par ailleurs, l'ONU, effectivement, une partie de l'action humanitaire, de l'opération humanitaire de l'ONU s'est faite aussi du côté du régime et effectivement, dans ces conditions-là, sous le contrôle du régime. Effectivement, ce qui, je comprends très bien, est extrêmement choquant et qui en même temps fait partie de la façon dont les opérations humanitaires de l'ONU se déploient. Elles doivent être accueillies par les autorités en place. Oui, oui, j'avais pu lire aussi un article sur ce sujet et je pense que d'ailleurs les Nations Unies ne sont même pas cachées de cela parce que le responsable en place à l'époque, il disait que voilà, ils n'avaient pas le choix, soit ils coopéraient avec notamment la Croix-Rouge, le SARC, la Croix-Rouge en Syrie, et donc ils se mettaient en quelque sorte à travailler à Damas aux portes du régime, mais autrement il n'y avait pas moyen en fait d'obtenir l'autorisation de travailler sur le territoire. Donc c'était aussi là peut-être encore une arme de guerre du régime qui était utilisée sur les institutions. Oui, mais très certainement, bien entendu, c'est tout à fait juste ce que dit Isabelle, et c'est un débat dans la communauté des humanitaires qui est très vif depuis des années. Il y a beaucoup de controverses et de discussions et de désaccords avec. Alors, non seulement c'est une arme de régime, mais aussi il faut voir que dans cette décomposition de la Syrie, beaucoup d'acteurs proches du régime ont aussi détourné l'aide humanitaire, et ça aussi, ça a été dénoncé, ont détourné l'aide humanitaire à leur profit en revendant une partie de l'aide donnée, etc. Donc ça aussi, l'aide humanitaire, elle a aussi été détournée pour alimenter les caisses de mafia qui profitent directement de la guerre. Et c'est un vrai problème pour la communauté internationale. Il faut qu'on soit présent aux côtés de la population syrienne, mais à quelles conditions, jusqu'à quel point on peut rester, à partir de quel moment il faut partir et abandonner la population. Voilà, donc c'est des controverses et des questions politiques vraiment aiguës. Nous avons une question qui nous vient de Guylaine Désiré de Facebook. Alors, je vais la reformuler un tout petit peu. Elle dit que l'Europe et l'ONU ont mis un embargo sur la Syrie. Finalement, est-ce un choix contre la population de placer sous embargo un pays qui est finalement si détruite et en guerre? Il n'y a pas d'embargo. Alors, il y a des sanctions. Très bien. Voilà. Donc, pas d'embargo pour la Syrie, mais des sanctions. Donc, finalement, là encore, ces sanctions, pour le dire simplement, qui est-ce qui sanctionne? Ils sont censés sanctionner le régime, mais souvent,
ça a des effets sur la population civile? Alors, les sanctions, elles sont ciblées, elles visent des personnalités, hein, elles visent des groupes économiques. Bien entendu, ensuite, ça a aussi des effets parce que ce sont ces individus, ces groupes économiques qui ont accès aux capacités d'importation, par exemple. Ce sont ces groupes proches du régime qui peuvent avoir des licences d'importation, etc. Donc, sachant qu'il y a des besoins énormes en Syrie, du fait de la destruction d'une partie de l'appareil économique et des besoins en alimentation, puisque beaucoup de territoires agricoles ont été aussi détruits. Donc effectivement, ce sont des sanctions qui ne visent pas la population, qui visent des acteurs, soit des personnes, soit des acteurs économiques, mais ce sont ces personnes et ces acteurs économiques qui ont les mains sur les leviers de l'importation et exportation. Donc évidemment, ça a des conséquences sur la population, mais il est faux de dire que cet embargo est contre la population syrienne. Et c'est une rhétorique que le régime syrien utilise à merveille, hein, en disant la situation, la population est dans une situation de pauvreté telle du fait des sanctions. Ce sont les sanctions qui sont responsables de l'état de la population. C'est une manière tout à fait aisée aussi pour le régime se dédouaner de ses responsabilités. Il y a encore une question qui nous vient de Salam qui revient sur la reconstruction. Il demande si la reconstruction est un moyen indirect pour renouer avec le régime ou est-ce que c'est un processus inverse? Je ne suis pas sûre de très bien comprendre la question de Salam, mais peut-être que ce que vous voulez dire, Salam, c'est il y a sans doute beaucoup d'acteurs économiques qui aimeraient bénéficier d'une reconstruction en Syrie. Et à la fin des années 2010, il y avait beaucoup justement de rumeurs sur le fait qu'en fait, on ferait contre mauvaise fortune bon cœur, d'une certaine manière, on se rapprocherait, on entrerait dans un processus, la communauté internationale, certains États, rentrerait dans un processus de normalisation avec la Syrie en échange d'une part du gâteau de la reconstruction. C'est certainement ce qui est dans l'esprit d'un certain nombre de pays, d'États, la Chine d'ailleurs qui n'a pas besoin d'un blanc-seing de l'ONU pour aller en Syrie si elle le souhaite. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour le moment, la situation est tellement instable, tellement fragile, tellement incertaine que personne n'a vraiment envie d'aller investir en Syrie. Les acteurs économiques sont des acteurs qui ont une forme de rationalité et qui n'iront pas investir tant qu'il n'y a pas une stabilité. Les États européens, la communauté internationale, dans sa grande majorité, n'investira pas en Syrie tant qu'il n'y a pas de paix internationalement agréée et un état de stabilité politique. Et les États qui soutiennent la Syrie, à part la Chine, sont des États qui n'ont pas beaucoup de moyens économiques. L'Iran, vous le savez, est dans une crise économique dramatique, et la Russie, elle a un PIB à peine supérieur à celui du Brésil, c'est-à-dire pas négligeable, mais la Russie n'a pas les moyens de reconstruire et n'est pas intéressée à aller reconstruire en Syrie. Et ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que malgré les dispositifs favorisant l'investissement en Syrie mis en place par le gouvernement syrien, il y a eu très très peu d'investissement international en Syrie. À l'évidence, la reconstruction, elle n'a pas commencé et elle ne pourra pas commencer avant une vraie stabilité. Mais le régime, là encore, Bachar el-Assad, dans des déclarations publiques, justement, joue de la carotte et du bâton, dit vous les Européens qui m'avait dénoncé, vous n'aurez pas voix au chapitre quand il s'agira de reconstruire, tandis que je récompenserai ceux qui m'ont soutenu. Donc là aussi, c'est un instrument, une arme diplomatique. Il y a une question qui adresse le concept d'urbicide. Alors, dans votre livre, vous dites que ce concept n'est pas forcément le plus utile pour analyser la situation en Syrie. Et j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Comment qualifier en fait cette destruction des villes en Syrie si ce n'est pas un herbicide?
Alors, moi, j'ai le concept il y a un petit point théorique et puis un petit point sur la Syrie. Le concept d'herbicide, il a été forgé véritablement au moment de la guerre en Bosnie. Et en Bosnie, dans l'imaginaire serbe, la ville est le lieu de la corruption. C'est ce qu'un de mes collègues qui a travaillé longtemps sur la Bosnie, Amael Katarouza, m'a très bien expliqué. La ville, l'imaginaire serbe, les représentations serbes, c'est la pureté et la force de la nation sont dans les campagnes, sont dans les forces rurales, et les villes sont ces lieux de mixité où les populations se sont mélangées, les religions ont cohabité, c'est un lieu de corruption de l'essence de la nation serbe. Donc le concept d'herbicide a été utilisé dans le cadre de la guerre en Bosnie pour qualifier pour indiquer que la destruction des villes de Sarajevo, de Tuzla, etc., a été mue du côté serbe par une forme de revanche symbolique contre la ville qui était donc nimbée de toutes ses qualités négatives. En Syrie, d'abord la destruction, elle n'est pas seulement urbaine. Donc le surplomb de l'herbicide me gêne. Moi, je travaille avec beaucoup de réfugiés qui viennent de la Syrie rurale, de petites villes de la Syrie, de villages qui ont été détruits de la même manière. Donc, la destruction rurale aurait donc un autre statut que la destruction urbaine. Donc voilà, c'est des questions là, un peu entre l'analyse et la théorie et le terrain. Et il me semble qu'en Syrie, je veux dire, la logique de destruction, elle est très claire quand on regarde dans le détail, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est qu'on est vraiment dans des stratégies qui mélangent tactique de guerre, on détruit parce que c'est plus facile de détruire que de contrôler un territoire, pour une armée syrienne qui était complètement dépassée par l'ampleur du mouvement, qui ne pouvait pas être présente partout, donc bombarder, c'est plus facile du point de vue pour tenir un territoire, et on est dans des stratégies de punition, de répression et d'intimidation de la population, et aussi au fur et à mesure c'est une manière de régler un problème politique en détruisant et en chassant les populations. Donc, je ne vois pas ce que le concept d'herbicide apporte. Vous voyez, j'ai vraiment un problème avec ce concept qui me semble passer à côté de la dimension politique de cette destruction en Syrie. Très bien. Eh ben, j'aurais une toute dernière question pour vous, Leïla, et puis je nous lire. Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de Alep, de Homs aussi, et d'autres villes, mais il y a une ville qui est peut-être un peu moins mentionnée, c'est celle de Raqqa. Donc, est-ce que c'était un choix de mettre un peu à part la ville de Raqqa qui finalement est mentionnée dans le chapitre sur le déplacement, mais pas forcément dans le chapitre destiné à l'analyse de la destruction? Alors, je m'en explique rapidement dans le livre, mais je le mentionne. En fait, j'explique que la destruction de Raqqa, la destruction de l'infrastructure urbaine, elle est essentiellement liée au bombardement de la coalition internationale contre l'État islamique. Donc on est dans une autre logique. Donc je le mentionne, cette destruction, elle existe, et les conséquences en sont subies par la population. Mais l'essentiel des destructions relève d'une autre logique, qui est cette logique de la survie du régime. Eh bien, merci beaucoup, Leïla, merci à vous, merci de votre invitation. Pour ce webinaire donc en présentiel. Et puis, encore une fois, merci aussi au public qui nous a suivis depuis Zoom. Je vous invite vraiment, en tout cas pour celles et ceux qui lisent l'anglais, de jeter un coup d'œil dans cet ouvrage de Leïla Vignal qui s'intitule donc War Torn, The Unmaking of Syria 2011-2021, paru chez Hearst.
en août 2021. Est-ce qu'une traduction française est en cours de route, Leïla? Pas encore, mais j'espère qu'elle le sera un jour. Ce serait super, en tout cas pour ceux qui voudront lire votre ouvrage aussi en langue française. Pour notre public, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une conférence hybride cette fois-ci. Donc, vous avez à nouveau le droit de venir nous voir au Carrep. Mais celles et ceux qui ne pourront pas ou qui ne sont pas parisiens ou parisiennes, vous pouvez également continuer à nous suivre en distanciel sur Zoom. La semaine prochaine, ce sera avec Bertrand Badi et Dominique Lide sur le thème « La France et le monde, jeu de puissance et quête de sécurité », et ce à l'occasion de la parution de deux ouvrages. Le premier, L'état du monde 2022, dont le sujet c'est la France, une puissance contrariée, et l'ouvrage de Bertrand Badi, Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale, chez Odile Jacob. Donc ces deux ouvrages seront présentés et débattus, mais attention, l'horaire de la semaine prochaine est un tout petit peu avancé. On débutera à 18h et non pas à 18h30 comme d'habitude. Mais tout cela, bien évidemment, on vous en dira plus aussi dans notre newsletter. Donc, merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis et j'espère de vous revoir la semaine prochaine. À bientôt.